Bon début de matinée et bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel et déjà 7h30 à Addis Abeba. Jérôme Bastion. En Éthiopie, 3 jours de deuil décrétés à partir d'aujourd'hui après la bousculade provoquée par une intervention policière lors d'une manifestation Oromo qui a fait une 60aine de morts à Bishoftu dimanche. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé lors de cette cérémonie traditionnelle et sur l'analyse qui est faite de cette contestation qui perdure en Éthiopie. En République démocratique du Congo, la réponse de la Cour pénale internationale à la société civile de Beni qui réclame une enquête sur les massacres dans la région. Nous entendrons un responsable de la CPI expliquer que ces exactions font déjà l'objet d'investigations poussées. L'opposition de RDC qui se réunit en conclave aujourd'hui en marge du dialogue national facilité par Edem Kodjo, dialogue qu'elle boycotte depuis le début. Conclave qui vise à prendre position sur le blocage et politique institutionnelle. Nous reviendrons également sur la libération du journaliste burundais Egide Mwemero, relâché discrètement la semaine dernière après 1 an de détention par les autorités de RDC sans aucune procédure judiciaire. La ville éthiopienne de Bishoftu, en région Oromo, est donc en deuil après la mort d'au moins une 60aine de personnes piégées dans un mouvement de foule après des affrontements avec la police pendant le traditionnel festival Iricha qui marque la fin de la saison des pluies. La région Oromo est la plus importante du pays et elle est agitée depuis plusieurs mois par un vaste mouvement de contestation anti-gouvernementale. Notre correspondant Graeme Lebourg s'est rendu sur les lieux du drame. 24 heures après le drame, des volontaires s'activent encore avec des pelles et de simples pioches pour dégager des corps d'un fossé de plus de 5 mètres dans lequel au moins une 60aine de personnes ont trouvé la mort dimanche. Comme beaucoup d'Oromo, Dagafa accuse les forces de sécurité d'avoir provoqué cette bousculade en tirant sur la foule. Les gens sont très en colère, nous avons le cœur brisé par ce qui s'est passé. J'ai entendu que 5 personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes. C'est une tragédie. La police a tiré des gaz lacrymogènes, en revanche aucune trace de tir à balles réelles et un médecin de l'hôpital de Bishoftu nous a confirmé que les corps ne portaient pas de blessures par balle. Mais qu'importe, pour les Oromo qui manifestent depuis près d'1 an contre le gouvernement éthiopien, ce qu'ils qualifient de massacre de Bishoftu est une nouvelle preuve de l'impunité des autorités éthiopiennes. Lundi, des manifestations et des heurts ont été signalés dans plusieurs villes Oromo et le mouvement pourrait s'amplifier. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Cette tragédie de Bishoftu survient alors que depuis 1 année environ, la région Oromo est le théâtre de manifestations régulières contre la marginalisation de la nation Oromo, composante ethnique la plus importante d'Éthiopie, par le pouvoir pro-tigréen en place. Des manifestations généralement réprimées dans le sang par les autorités. Pour Tsedale Lema, rédactrice en chef du mensuel indépendant Addis Standard, plus rien ne sera comme avant après ce drame. Cet événement marque un moment charnière et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce festival est un pèlerinage hautement sacré pour les Oromo. Et dans le passé, il s'était déroulé pacifiquement sous le gouvernement actuel, mais aussi pendant les années les plus noires qu'a traversé le peuple Oromo. L'autre raison tient au contexte de l'année qui vient de s'écouler. Cet événement est le point culminant de ces 11 derniers mois. Nous savions que le gouvernement ne serait plus jamais le même dès le premier jour de manifestation des Oromo et la preuve est faite maintenant que tout a changé. La question à laquelle il nous faut encore répondre est la suivante. Où est-ce que cette situation actuelle va nous conduire? C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui et c'est ce que nous essayons de comprendre. C'était la journaliste Tsedale Lema, jointe au téléphone par Léonard Vincent. Par ailleurs, le comité pour la protection des journalistes a réclamé la libération du blogueur Seyum Tesfomé, arrêté samedi à son domicile dans la ville de Woliso, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Cette arrestation d'un commentateur reconnu est inquiétante, écrit le CPJ dans un communiqué, alors que le gouvernement éthiopien s'efforce déjà d'étouffer toutes les critiques et les protestations dans le pays. Fin de citation. La réponse de la Cour pénale internationale aux cris de détresse adressés hier par la société civile de Beni, dans l'est de la RDC. Vous vous en souvenez, son président demandait à la Cour de la Haye d'enquêter sur les massacres à répétition qui endeuillent depuis 2 ans les populations du Nord Kivu. Avec ce bilan choc de plus de 1200 morts et 1400 disparus, la CPI répond que le bureau du procureur a bien ouvert une enquête sur la RDC dès 2004, procédure qui a déjà abouti à 5 mandats d'arrêt et 2 condamnations
condamnations. Citons par exemple le cas de l'ex-général congolais Germain Katanga. Des investigations qui se poursuivent sur l'ensemble du pays, Béni y compris. C'est ce qu'explique Abdelaziz Mbaye, conseiller en coopération internationale auprès de la procureure de la CPI. On l'écoute. Le bureau du procureur enquête sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo suite à la saisine de la Cour par la République démocratique du Congo. Donc pour répondre à la société civile, je les rassure que le bureau du procureur continue à travailler sur cette situation et aussi à s'intéresser de très près sur les allégations de crimes qui auraient été commis dans la région de Béni. Mais il ne peut pas y avoir d'enquête spécifique sur Béni. Qu'est-ce qui est garanti aux habitants qu'il y a quelque chose de précis qui est fait sur cette région-là? En l'état, le bureau du procureur est en train d'examiner toutes les informations qui lui sont soumises, y compris par la société civile, et les analyse de façon indépendante et impartiale. Mais vous le savez aussi que le système de la Cour est basé sur le principe de complémentarité et que de ce point de vue-là, le bureau travaille avec les autorités nationales qui, n'oubliez pas que ce sont les autorités nationales qui ont la responsabilité première de poursuivre et de juger les auteurs des crimes et que nonobstant cela, s'il s'avère que cela rentre dans le cadre de la compétence de la Cour et qu'il n'y a pas d'action qui soit menée, le bureau du procureur n'hésiterait pas à intervenir. C'était Abdelaziz Mbaye de la CPI qui répondait aux questions de Florence Maurice. Toujours en RDC, l'opposition qui refuse de participer au dialogue national engagé par les autorités sous la houlette d'Edem Kodjo se réunit en conclave aujourd'hui mardi. Le rassemblement des forces acquises au changement, réunis derrière les figures que sont Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, exige l'organisation de la présidentielle et des législatives et le départ du président en fin de mandat dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année. À l'ordre du jour de ce conclave, les événements tragiques des 19 et 20 septembre dernier, le processus électoral en panne et l'échec des pourparlers entre l'opposition et la majorité. À ces assises devrait se joindre le mouvement citoyen La Lucha et la conférence épiscopale fera de son côté une communication à ses participants. L'organisation Reporters sans frontières se réjouit de la libération du journaliste et technicien radio burundais Egide Mwemero, mais estime qu'il a été victime de la collaboration des gouvernements burundais et congolais pour museler toute information critique, je cite, arrêté en RDC pour espionnage et séjour irrégulier, alors que sa radio, la RPA, s'apprêtait à lancer une émission en Kirundi sur une radio congolaise partenaire. Egide Mwemero a passé 12 mois en prison sans procès, avant finalement d'être libéré dans la plus grande discrétion il y a quelques jours. Pour Chiviste Chivouadi, secrétaire général de Journalistes en danger, organisation congolaise partenaire de RSF, rien ne justifiait une telle décision, une telle détention, symptomatique selon lui des dysfonctionnements de la justice dans son pays. 12 mois de détention sans jugement et puis du mauvais traitement dans des lieux insalubres des services de sécurité pour arriver finalement à la conclusion que le dossier était vide et qu'on peut le classer sans suite. Ça témoigne de l'état de notre justice qui est tout sauf crédible ni indépendante par rapport aux politiques et par rapport aux différents services de sécurité qui avaient arrêté le journaliste et qui l'accusaient d'infractions ubuesques et imaginaires telles que espionnage ou incitation de militaires à la révolte, alors que l'auditeur militaire a constaté qu'en fait il n'y avait rien. Il a remis au parquet le dossier qui devenait encombrant pour la justice congolaise, raison pour laquelle finalement ils ont décidé de le libérer un peu en catimini. C'est pas normal pour un pays qui se fait un état de droit de détenir comme ça quelqu'un. Tout simplement, on voulait peut-être faire plaisir aux services de sécurité ou au pouvoir burundais qui a décidé de museler sa presse et de se débarrasser de ces journalistes encombrants. Chiviste Chivouadi de l'organisation Journalistes en danger, joint au téléphone par Florence Maurice. Au Burundi, libération la nuit dernière de l'opposant Gervais Nyongabo, président du parti Fedez Sangira. Selon l'organisation SOS Média Burundi, il avait été arrêté mercredi 28 septembre dans le sud du pays et était depuis détenu par les services de renseignement à Bujumbura, la capitale. Gervais Nyongabo, qui fait partie des délégués de la plateforme d'opposition Senared, est l'un des rares opposants à ne pas avoir quitté le Burundi. Selon le chef de la police burundaise, il était accusé de participation aux bandes armées et atteinte à la sûreté de l'État. L'organisation SOS Média Burundi, qui indique qu'il est libre de ses mouvements, ne précise pas s'il demeure inculpé pour ces charges.
L'Afrique échoue à renforcer la protection de ses éléphants. Hier, les 183 pays membres de la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour interdire totalement le commerce de l'ivoire. Selon l'Union internationale pour la protection de la nature, quelques 110 000 éléphants africains ont été tués au cours de la dernière décennie, victimes notamment de la recrudescence du trafic d'ivoire. Face au braconnage, une trentaine de pays demandaient que ce pachyderme soit placé sur la liste des espèces menacées et son commerce totalement interdit, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. À Johannesburg, la correspondance d'Alexandra Branjon. Thank you, Congo. Next we have Guinea. Faut-il totalement interdire le commerce de l'ivoire pour sauver les éléphants? Le débat divise. Une trentaine de pays menés par le Kenya et le Bénin proposaient de faire passer tous les pachydermes en catégorie 1, c'est-à-dire en espèces menacées d'extinction dont le commerce serait totalement interdit. Clamon Actoin, délégué du Tchad. Pour nous, déjà au Tchad, c'est à l'annexe 1. Toutes les espèces d'éléphants, de lions, mais ça n'a pas permis de garder ces éléphants parce que les pays voisins autorisent la chasse. C'est pour ça que si tous les animaux sont à l'annexe 1 d'un pays dans un autre, les gens auront de la peine à faire la chasse. En face, les pays d'Afrique australe, dont les efforts de conservation ont permis de faire repartir leur population d'éléphants et qui souhaitent au contraire écouler leur stock de défense afin de financer leur programme de protection. Edna Molewa, ministre sud-africaine de l'environnement. Il y a des preuves que faire passer les éléphants en catégorie 1 n'a pas arrêté le braconnage. Ce qui tue cette espèce, c'est la pauvreté, la mauvaise gouvernance et les conflits entre éléphants et villageois. Tout cela permet aux criminels de venir exploiter les communautés. L'interdiction complète n'a pas obtenu les 2/3 des votes nécessaires. Certains pays ont préféré un compromis, par crainte notamment que la Namibie ou le Zimbabwe ne se retirent de la CITES, ce qui pourrait alors ouvrir la porte à un commerce international. Alexandra Banjon, Johannesburg, RFI. Et puis à Madagascar, la CENI, la commission électorale, se prépare déjà au présidentiel de 2018. Après les nombreuses critiques de fraude et d'erreurs sur les listes électorales lors des derniers scrutins, la CENI veut une révision de la loi électorale. Elle organise donc une série de consultations après les organisations de la société civile la semaine dernière et avant les administrations la semaine prochaine. C'est au tour des partis politiques cette semaine d'être réunis. L'objectif de ces consultations est d'établir un texte de réforme à présenter au gouvernement avant la fin de l'année. Jeanne Richard. L'ensemble des 197 partis politiques recensés auprès du ministère de l'Intérieur sont conviés à participer au débat. Il est important pour Erakut Manana, président de la CENI, de revoir le cadre légal des élections. La CENI a été fortement critiquée ces derniers temps. L'origine de tout ça, c'est surtout au niveau du cadre légal qu'il faudrait maintenant voir comment faire pour que nous ayons l'acceptation de tout le monde dans le processus à venir. En effet, Pierre Houlder, porte-parole du MAPAR d'Andradzoel, principal parti d'opposition, soulève plusieurs problèmes dans l'organisation des derniers scrutins. Tous les ministres ont participé aux propagandes. Les ministres ont usé, abusé même de leur pouvoir pour forcer les grands électeurs à voter pour ceci, sans parler des distributions d'argent aux électeurs. Comme lui, Francine Ratimbazaf, présidente d'un petit parti, le Parti démocrate chrétien malgache, ne croit pas réellement au changement. Nous venons à ces ateliers, mais après ce n'est pas réalisé comme la dernière fois il y a un an. Donc ce qu'on attend surtout, c'est qu'on pourrait avoir une CENI indépendante. Quant au HVM, le parti au pouvoir, il rejette toute accusation de collusion avec la CENI et affirme faire face aux mêmes difficultés que les autres partis politiques. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. C'est la fin de ce journal. Il est bientôt 6h44 à Paris, 4h44 en temps universel. Dans un instant, la revue de la presse africaine avec Frédéric Couteau. À la une, le nouveau gouvernement au Gabon. Mais tout d'abord, notre invité qui revient sur l'affaire des écoutes des observateurs européens au scrutin présidentiel gabonais. C'est la chef de cette mission qui répondra aux questions de Christophe Babouvier. Alors, restez à l'écoute. Mardi politique. Véronique Rigolet. C'est le député Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite et du centre, qui nous accompagne sur RFI et France 24. Le troisième homme de la course nous présentera son contrat présidentiel, 1000 pages de réformes pour la France et pour tenter de brouiller le match annoncé entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Mardi politique. En partenariat avec France 24. Aujourd'hui, à partir de 19h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Jérôme Bastion.
Direction le Gabon donc, les observateurs de l'Union européenne ont-ils été mis sur écoute pendant la présidentielle gabonaise du 27 août dernier qu'ils observaient? C'est ce qu'affirme notre confrère français, le JDD, le journal du dimanche, avec plusieurs extraits de ces écoutes. Réaction aujourd'hui de la députée européenne Maria Gabriel. C'est elle qui dirigeait la mission de quelques 60 observateurs européens au Gabon. La députée bulgare répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Maria Gabriel, bonjour. Bonjour. On apprend que vos observateurs étaient sur écoute au Gabon. Comment réagissez-vous? La première chose, évidemment, nous prenons note de la publication d'écoutes illégales qui reproduiraient des conversations privées entre membres du personnel de la mission d'observation électorale au Gabon. C'est inacceptable, tout comme les différentes campagnes d'intimidation par rapport à certains de nos membres que nous observons depuis un certain moment. Moi, je voudrais être très clair, il n'y avait aucun besoin de procéder à une écoute puisque nous avons respecté notre mandat, le principe de neutralité et de non-interférence, et nous avons travaillé du début à la fin dans la pleine transparence. Alors, si l'on en croit ces écoutes, le régime gabonais ne s'est pas contenté de pirater vos conversations. Il a ciblé un de vos observateurs, Xavier, qui a été jugé hostile. Le régime l'aurait fait menacer de mort et aurait obtenu son exfiltration. Est-ce que vous confirmez ? D'abord, je dois dire que nous regrettons une campagne dans certains médias gabonais qui vise la mission d'observation électorale et en particulier le membre que vous venez de citer. Je dois être en revanche très clair, aucun membre de la mission a été exfiltré. Certains membres de la mission ont quitté le Gabon quelques jours plus tôt que prévu, car effectivement, il avait fait l'objet de menaces par des individus non identifiés, donc on ne peut pas parler d'exfiltration. Mais il y a eu menace contre ce Xavier, voire menace de mort, c'est ça? L'intimidation a dépassé certaines limites, oui. Et donc, dans ce cas, son séjour là-bas a été écourté. Mais encore une fois, en prenant un vol normal, c'est ainsi qu'il a quitté le territoire. Et est-il vrai, comme le disaient les journaux de l'époque, que cet observateur, Xavier, avait choisi son camp en faveur de l'opposition? Certainement pas. Je veux être très clair sur ça. Tous les membres de mon équipe, tous les membres de la mission d'observation électorale ont respecté scrupuleusement, d'une part, le code de conduite et ensuite, évidemment, le protocole d'entente dans lequel il est clairement dit que la mission est là pour se baser sur des observations factuelles et pour respecter le principe de neutralité et de non-interférence. Dans ces écoutes, on entend Pierre, le monsieur sécurité de votre mission. Ça se passe la nuit du 31 août au 1er septembre. Il dénonce l'attaque du quartier général de Jamping par un hélicoptère gabonais. Il y a des tirs à balles réelles. Les gens sont à terre, dit-il. Est-ce que vous confirmez? Je ne peux pas parler au nom de la personne qui a transmis ce dont elle dispose. Moi, ce qui est important, c'est que nous n'avons rien à cacher. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait en travaillant sur le rapport final qui, lui, fera une analyse complète du processus électoral. Alors, ce que révèlent ces conversations enregistrées, c'est que vos observateurs ont de lourdes suspicions de trucage sur cette élection. Je vais revenir sur la méthodologie rigoureuse que nous respectons. Dans les communiqués de la mission que nous avons déjà sortis, on indique clairement l'analyse du processus que nous faisons, y compris ses défaillances. Notre force, c'est que lorsqu'on parle de défaillance, lorsqu'on parle d'anomalie, c'est que c'est basé sur nos observations directes. Et le rapport final fournira des éléments supplémentaires à cette analyse. Oui, mais avec ces conversations enregistrées, ça va plus loin, car le 31 août, quand votre bras droit, Madame Paulina Lemos, apprend que les membres de la commission électorale sont en train d'annoncer la victoire d'Ali Bongo, elle s'exclame « Ils font exactement ce que j'espérais qu'ils n'allaient pas faire ». Qu'est-ce qui va trop loin? Du fait que nous travaillons en équipe, que nous avons des discussions privées et que nous discutons très franchement entre nous et après tout, nous avons droit à nos conversations privées. Alors justement, le 6 septembre, 11 jours après le scrutin, vous pointez par communiqué une évidente anomalie dans la province du Haut-Ogooué où le taux de participation officielle frise les 100%. Est-ce que cette anomalie peut avoir permis d'inverser les résultats? Ça, c'est aux autorités nationales de se prononcer. Ce que pour nous est important, c'est que d'une part, nos observateurs n'ont pas eu accès à toutes les provinces, à toutes les commissions électorales provinciales, y compris pour la province de Haut-Ogooué. Et ensuite, nous avons clairement parlé du taux de participation, mais qui, lui, n'est pas en cohérence avec les chiffres dont nous disposons pour les votes blancs et les bulletins nuls. Officiellement, dans le Haut-Ogooué, Ali Bongo a eu 65 000 voix et Jamping 3 000 voix. Or, au final, sur l'ensemble du pays, Ali Bongo n'a gagné qu'avec 6 000 voix d'avance. Les résultats du Haut-Ogooué ont-ils pu être gonflés pour permettre à Ali Bongo de coiffer Jamping sur le poteau? Ce que nous avons dit, c'est qu'effectivement, la procédure telle qu'elle a été suivie sur le contentieux électoral par la Cour constitutionnelle n'a pas permis de lever les doutes sur les résultats.
Ce que nous disons clairement, c'est pourquoi il n'y a pas eu la possibilité d'une confrontation des PV des deux camps, parce que la Cour, elle se prononce sur les PV tels que fournis par la CENAP. C'est-à-dire que, selon vous, la Cour constitutionnelle n'a pas fait le travail de confrontation des PV entre ceux du camp Ali Bongo et ceux du camp Jean-Ping, c'est ça? On regrette qu'il n'y a pas eu la possibilité de le faire. L'anomalie évidente que vous dénoncez dans le Haut-Ogooué, est-ce qu'elle a pu permettre d'inverser les résultats? Ce n'est pas à nous de nous prononcer sur cela. Ce qui intéresse la mission, c'est que la transparence soit là, du niveau local, en passant par le niveau provincial et en arrivant à la CENAP. Et c'est là où notre mission constate que nous n'avons pas eu un accès à tous ces niveaux-là et que nous constatons qu'il y a une anomalie entre les résultats du niveau local au niveau national tels que sortis pour la province de Ogooué. Maria Gabriel, merci. C'était la députée européenne Maria Gabriel, chef de la mission d'observation du scrutin présidentiel au Gabon, interrogée par Christophe Boisbouvier. Le sommaire de l'actualité internationale de ce mardi 4 octobre. Les quartiers rebelles d'Alep dévastés par les bombardements incessants ne sont pas prêts de connaître une trêve. Les États-Unis suspendent les pourparlers avec la Russie qui n'a pas rempli ses engagements comme le prouvent les attaques incessantes sur les civils, estime Washington. Moscou réplique que les États-Unis tentent de faire porter la responsabilité de l'échec par quelqu'un d'autre. Hier, le plus grand hôpital du secteur rebelle d'Alep a été complètement détruit par un bombardement aérien. Au large de la Libye, plus de 6000 migrants, l'un des bilans les plus élevés de l'année, ont été secourus dans la journée, mais 9 ont trouvé la mort. Hier, c'était le jour du 3e anniversaire du naufrage de Lampedusa qui avait coûté la vie à au moins 366 réfugiés, poussant l'Europe à organiser des opérations de secours. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla des FARC, malgré le rejet inattendu par référendum de l'accord de paix. Les deux parties promettent de maintenir le cessez-le-feu entré en vigueur il y a plus d'un an. Les FARC se disent également disposés à rectifier cet accord. L'otage franco-tunisienne Noura Nouass, détenue au Yémen depuis 10 mois, a été libérée et transférée hier soir à Mascate, notamment grâce à l'intervention du sultanat d'Oman que Paris a remercié. 6h52 bientôt à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, le nouveau gouvernement gabonais. Oui, formé dimanche, le nouveau gouvernement gabonais continue de faire parler de lui ce mardi avec un sentiment qui domine, la déception. Ainsi pour le site d'information Gabon Review, très attendu, la composition du gouvernement de large ouverture tel qu'annoncé par le président Ali Bongo pendant son investiture le 27 septembre dernier a déçu plus d'un. Par rapport au dernier gouvernement Ona-Ondo, l'équipe Issozen Gondé compte une vingtaine de nouvelles personnalités, parmi lesquelles 7 non issues du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti présidentiel. 4 partis se réclamant de l'opposition, une magistrate, une élue indépendante et une des figures de l'Union nationale. Voilà à quoi se résume l'ouverture. La nouvelle équipe, qui ne comprend au final aucun ténor de l'opposition, peine déjà à convaincre, estime encore Gabon Review. En prêtant serment, Ali Bongo avait déclaré « Les élections sont terminées ». Il estimait qu'il fallait maintenant passer à autre chose, en tendant une fois de plus la main à tous les Gabonais pour qu'ensemble, ils tirent les leçons du passé afin d'envisager un meilleur avenir pour le Gabon. Ce gouvernement, conclut le site d'information gabonais, ce gouvernement est à 1000 lieues de cet objectif. Autre site d'information gabonais, Gabon Echo, qui renchérit, l'ouverture annoncée en grande pompe n'aura finalement pas eu lieu. C'est du moins un pis-aller pour des personnalités qui ne représentent pas grand-chose, sinon rien sur la scène politique nationale, mais qui auront tous les problèmes du monde à travailler dans un pays qui sort littéralement divisé d'un scrutin atypique dont les séquelles ne vont pas s'émousser d'un revers de la main. Et des soucis, pronostique Gabon Echo, ils en auront sur la table, et ce pour toute la durée du mandat, tant qu'il n'y aura pas un véritable dialogue politique qui débouche sur la levée de l'immobilisme démocratique pour enfin dessiner les contours d'une république apaisée. Des critiques qui apparaissent également dans la presse ouest-africaine. Le changement promis par Ali Bongo n'est pas pour demain, s'exclame la Nouvelle Tribune. Au Bénin, très attendu, la composition du premier gouvernement de son second septennat, obtenu à l'issue d'un chaos électoral, fait froid dans le cœur. L'équipe gouvernementale livrée par le Premier ministre Emmanuel Issozen Gondé surprend par son effectif plus que pléthorique.
Au total, 40 ministres pour un pays dont la population n'est qu'une poignée comparativement à d'autres. Cette masse de ministres ressemble plus à un club de jouisseurs à la tête du Gabon. Le chiffre 40 est d'ailleurs tout aussi évocateur, pointe encore la Nouvelle Tribune, puisqu'il fait penser bien sûr à Ali Baba et les 40 voleurs. Et le quotidien béninois de conclure, le Gabon, sorti d'une élection tumultueuse, n'avait pas besoin d'une mascarade de cette nature qui donne raison à ceux qui pensent que le système Bongo, vieux de 50 ans, n'a plus rien de potable à offrir aux Gabonais et qu'il faut balayer l'héritier Ali et toute sa clique. Au Burkina, le pays ne mâche pas non plus ses mots. Ali Bongo et les siens peuvent certes se satisfaire du menu fretin qui a mordu à leur hameçon, mais ils ne devraient pas pavoiser outre mesure, si tant est que leur objectif fut de rassembler toutes les sensibilités que compte l'échiquier politique gabonais. On se doutait bien, poursuit le pays, que des prétendus opposants comme Bruno Ben Moubamba ou Estelle Ondo allaient se faire âne pour avoir du foin en ralliant le camp du vainqueur, ou plutôt du plus fort, mais le challenge pour Ali Baba et ses 40 voleurs, encore une fois, était de ratisser encore plus large, notamment dans les rangs des irréductibles comme Jean Ping et ses fidèles lieutenants. Enfin, un peu seul, le quotidien L'Union à Libreville trouve au moins une grande vertu à ce gouvernement, la forte représentation féminine. Oui, les femmes en force, s'exclame l'Union, entre celles qui font leur entrée, celles qui opèrent leur retour et les autres qui sont maintenues. Les femmes, 12 au total, représentent 30% du gouvernement. Jamais auparavant, équipe gouvernementale au Gabon n'avait compté autant d'éléments féminins. Commentaire de l'Union. On a l'habitude de reconnaître que les femmes sont préférables aux hommes dans la gestion de la chose publique, qu'elles n'ont pas d'état d'âme, qu'elles sont moins enclines à succomber aux tentations de détournement de deniers publics, par exemple, que les combines et autres ne correspondent pas à leur tempérament. Alors c'est le moment de le prouver par le travail bien fait et la bonne gouvernance. Merci Frédéric Couteau. Revenez quand vous voulez. Votre revue de presse est toujours à consulter. Tout le monde, tous nos auditeurs le savent, sur notre site www.rfi.fr. Précédé du M si vous consultez depuis un mobile. Salut, c'est Smarty. Retrouvez-nous du 6 au 8 octobre prochain pour la première édition du festival Face au hip-hop dans la rue de la cité universitaire de la Padoie de Ouagadougou, en compagnie notamment de Smokey, Joey le Soldat, Kajoba, Askoy, Frère Malcolm, Doudenji, Ibawan du Mali et toute la famille hip-hop burkinabé. Big up! Le festival Face au hip-hop du 6 au 8 octobre à Ouagadougou en partenariat avec RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et oui, c'est l'heure du journal des sports avec Cédric De Oliveira. Bonjour Cédric. Bonjour. On démarre par cette décision de la CAF. Le président de la Confédération ne pourra désormais effectuer qu'un nombre limité de mandats. Oui, ce sera 12 ans au maximum, soit 3 mandats de 4 ans. La décision avait déjà été prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF au Caire. Elle a été confirmée ce lundi par le porte-parole de l'institution et prendra effet à partir de la prochaine élection présidentielle en 2017. En revanche, elle ne concerne pas Issa Hayatou, le patron du foot africain depuis 28 ans maintenant, et candidat à sa propre succession, peut espérer rester à la tête de la CAF pendant encore 12 ans. Le foot, c'est aussi la CAN des moins de 17 ans qui aura lieu l'an prochain. On connaît désormais tous les qualifiés. Et la Guinée est le dernier qualifié après un match nul 1 partout face au Sénégal, arraché dans le temps additionnel. Un temps additionnel qui aura duré plus de 10 minutes. Alors les jeunes du Sili en sont conscients. Après leur succès 1-0 à l'aller, ils étaient au bord de disputer les prolongations. Le contrat est donc rempli, mais l'entraîneur Souleymane Camara reconnaît que son équipe n'a pas montré son meilleur visage. En première mi-temps, on était invisible. Ça s'est très mal passé en première mi-temps. Moi, je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons eu à pousser les adversaires parce que physiquement, on était là. On s'est dit oui, en deuxième mi-temps, il faut égaliser et continuer à pousser les adversaires. Donc moi, je pense que ça marchait. Peu importe la manière, l'objectif, c'était de se qualifier. Après, on aura le temps de corriger les lacunes. J'ai vu une très belle équipe de Sénégalais aujourd'hui en première mi-temps. J'avais dit à les jeunes d'être prudents parce que voilà, c'est une équipe technique comme nous. Je félicite vraiment les adversaires. L'objectif, de toute façon, c'était de gagner. Donc, beau jeu ou pas, nous voulons se qualifier pour la phase finale.
Souleymane Camara au micro de Gaoussou Diaby. La Guinée rejoint donc le Mali, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Niger, l'Angola, le Ghana et Madagascar, qui sera donc pays hôte de cette CAN des moins de 17 ans l'an prochain. Et leurs aînés, eux, préparent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Avec plusieurs matchs au programme, l'Ouganda se déplace à Lomé pour affronter le Togo, alors que la RDC accueille le Kenya ce mardi à Kinshasa. La République démocratique du Congo qui risque de devoir faire une croix sur un de ses espoirs les plus prometteurs. Le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, a en effet été appelé par le sélectionneur français Didier Deschamps pour pallier le forfait d'Eliakim Mangala avant 2 matchs face à la Bulgarie et aux Pays-Bas qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. À 21 ans, Kimpembe avait notamment porté le maillot des espoirs de la RDC, c'était en 2014. Merci Cédric de Oliveira. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.